Bonsoir, vous êtes bien dans 28 minutes, soyez les bienvenus, merci de votre fidélité et bonsoir mes petits camarades. Bonsoir Elisabeth. Merveilleuse bande. L'actualité géopolitique, c'est la présence d'Emmanuel Macron au Kenya, un pays anglophone du continent africain, faut-il le rappeler. Sa présence pour le sommet Africa Forward, l'Afrique en avant, censée inaugurer une nouvelle ère. Selon le président français, moins d'aide, plus d'investissement. C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. La France-Afrique, c'est donc bien fini. Chassée de plusieurs pays du Sahel, notamment du Mali, la France renoncerait à être le gendarme de l'Afrique. La coopération économique, est-ce le nouvel Eldorado? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en fin d'émission. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Oui, Elisabeth, et tous les passagers de l'Ondus, vous savez, ce navire de croisière qui faisait voyager des cas d'hantavirus. Chaque passager est rentré dans son pays d'origine avec des cas positifs. On le sait bien, l'occasion de partir aux origines de l'hantavirus qui va nous conduire jusqu'à une maladie du passé que l'on croyait mystérieuse et disparue. Marie? On va préparer l'été et parler du droit au transat. Un enjeu crucial dans les hôtels avec piscine où, paraît-il, les places sont chères. À tout à l'heure. Et pour commencer, place à une grande photojournaliste française qui a vécu plusieurs années en Afghanistan, Élise Blanchard, prix World Press 2026 pour un reportage sur les femmes et les filles afghanes fragilisées par la baisse de l'aide humanitaire américaine. Élise Blanchard, qui parle le dari et le pachto, a passé des mois dans la maison d'un taliban. Elle vient de publier le récit de cette improbable et fascinante cohabitation. On la retrouve tout de suite. Bonsoir Élise Blanchard. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Vous faites paraître aux éditions du Cherche Midi ce récit hybride, cette plongée, cette immersion avec vos réflexions dans la maison d'un taliban. Vous y avez passé en tout presque 3 années. Vous êtes rentré quand d'Afghanistan? Tout récemment, je crois. Ce dernier voyage, j'y étais 1 mois et demi et je suis rentrée il y a quelques semaines, juste avant la promo, quelques jours avant. Très bien. On évoque donc cette aventure incroyable, une famille qui vous a quasiment adopté, je mets les guillemets évidemment qui sied à ce mot d'adoption, après votre profil idéal réalisé par Olivier Boucreux. Élise Blanchard, vous êtes photojournaliste. Pendant 7 ans, vous avez arpenté l'Afghanistan, ses villages et ses guerres. Pour raconter la complexité de ce pays au-delà des certitudes occidentales, vous avez le profil idéal. Rien ne destinait la jeune aixoise née dans les années 90 à un tel destin. D'abord Paris et Sciences Po, puis New York et Columbia. Pendant vos études, dans un camp de réfugiés, vous découvrez les récits des familles afghanes exilées. Vous aidez à traduire des demandes d'asile et peu à peu, l'Afghanistan devient une obsession. Vous apprenez le dari, le persan oriental pour y partir seul en 2018 à 26 ans. Freelance puis journaliste pour l'AFP, vous couvrez la chute de Kaboul et le retour des talibans en 2021. Vos photos paraissent dans Time, le New York Times, Le Monde ou The Guardian. Et lorsque vous quittez ponctuellement le pays, c'est pour documenter d'autres zones de conflit, du Myanmar à l'Ukraine. Ce qui vous attire, ce sont les vies derrière les idéologies. En 2022, lors d'un reportage, vous rencontrez Arman, ancien combattant taliban. Vous pensez photographier un soldat, vous découvrez un père entouré de ses filles, tendre, attentif. Ça m'a rappelé mon père, qui vraiment, elles avaient cet amour dans les yeux, lui aussi. Et ça m'a tout de suite perturbée, c'était pas l'image à laquelle je m'attendais du tout. Pendant près de 3 ans, vous partagez le quotidien de cette famille. De cette immersion naît aujourd'hui dans la maison d'un taliban. Vous y racontez les adolescentes privées d'école, les mères épuisées, les rêves empêchés. Et votre travail continue, vous documentez la santé maternelle dans les zones rurales afghanes, des cliniques qui ferment, des sages-femmes isolées. En 2025, vous recevez le prix UNICEF Photo of the Year, puis votre image d'un accouchement dans une maison afghane est récompensée d'un World Press Photo. Mais derrière ces prix, une méthode, restée assez longtemps pour que les évidences vacillent. À propos de l'Afghanistan, vous laissez cette phrase comme une mise en garde contre tous les clichés. Si on croit qu'on a compris, on a forcément tort. Oui, la phrase est en exergue de votre livre et c'est une phrase que vous avez dite d'un ami afghan d'ailleurs. Oui. Il faut préciser, Arman et Zarina, ce sont des noms d'emprunt, ce n'est pas le vrai nom de cet homme et de sa famille. Cet homme qui est taliban depuis ses 15 ans et en même temps qui vous disait « je suis un taliban de maison ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, il a rejoint les talibans en tant que soldat quand il avait 15 ans, quand il était ado. 14-15 ans. Et ensuite, donc il s'est battu, il a commencé
en petit soldat. Mais après la prise du pouvoir par les talibans, sa femme dit qu'il avait des problèmes dans la tête. En fait, il avait, je ne sais pas si on peut appeler ça du post-traumatique quand c'est dans syndrome le cas des post-traumatique, talibans. oui. Mais en fait, donc, il n'arrivait plus à travailler dans la prison. On l'avait mis comme un chef d'unité dans une prison, il n'y arrivait plus. Ensuite, comme chauffeur d'un commandant taliban, il n'y arrivait plus. Donc, il avait démissionné. Et il s'occupait de sa famille, de sa femme qui était malade pour l'emmener à l'hôpital. Il s'occupait de son jardin, de sa fille. Et il aurait voulu avoir des ruches et des abeilles. Il se rêvait apiculteur. Alors Zarina, sa femme, ce n'est pas son vrai nom, fille de taliban, peut-être plus forcenée que lui d'ailleurs, et malgré tout, il vous accueille. Et même on vous appelle la tante dans la maison. Comment se fait-il qu'on vous accueille, Élise Blanchard ? Parce que vous parlez le pachto et le dari et que vous pouvez communiquer avec eux, parce que vous êtes quelque chose d'extraterrestre quasiment, et pas armé, évidemment. En fait, ça m'étonne moi aussi, ça a vraiment été un hasard, quoi. C'est pas venu de moi qui ai dit je vais trouver une famille talibane et je vais les étudier. C'est ça qui s'est passé en fait, on s'est bien entendu. C'est surtout avec les femmes et les filles que je me suis... Les femmes, les filles, ses sœurs, sa femme avec qui je me suis très bien entendue, ça a cliqué. Elles ont mon âge, ces femmes. Faut pas oublier que c'est des femmes et des femmes qui ont mon âge. Et donc, en fait, le temps qu'on passait ensemble, c'était super intéressant, on rigolait. Et ça s'est plus fait naturellement. Et pour moi, c'était très intéressant aussi de pouvoir demander à un soldat taliban « Mais pourquoi tu penses ça ? Comment tu peux oser vouloir des choses aussi horribles pour tes filles ? Ta fille, tu veux vraiment qu'elle puisse pas aller à l'école et faire ce qu'elle veut ?» Donc, en fait, pour moi, c'était à la fois intéressant et on s'entendait bien. Et ensuite, on m'a demandé si j'avais une idée pour un livre. Et je me suis dit, c'est vrai que ça, c'est étrange ce qui se passe là. C'est un objet livré. Moi non plus, je ne l'explique pas, quoi. C'est étrange aussi parce que ça se passe à la campagne. Vous dites le régime taliban n'exerce pas de manière aussi féroce son pouvoir en campagne qu'en ville, à Kaboul. C'est ça oui, parce qu'en fait, dans ces villages, comme c'était déjà des villages sur le front ou dans des zones tenues par les talibans, en fait, les règles, ils n'ont pas à les imposer parce qu'elles existaient déjà. Donc, il y a une très faible présence de talibans. Je les ai vus le lendemain de la mort de la mère d'Arman. Là, il y avait des talibans qui étaient là, mais en fait, ils étaient revenus au village pour l'enterrement. Ils ne sont pas là systématiquement parce qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Parce que le mode de vie traditionnaliste, lié à l'islam, rigoriste, est là de toute éternité, quasiment dans les campagnes, en Afghanistan, d'une certaine façon. Ah oui, c'est pour elles, en termes des règles et de leur mode de vie, le retour des talibans au pouvoir n'a rien changé, à part que la pauvreté n'a fait qu'empirer. 30 juin 2023, Zarina vous dit « Deviens musulmane, récite le kalima ». Vous refusez et une de ses filles vous dit « Le monde qu'Allah a créé est une prison pour les musulmans, mais c'est un test, il faut l'accepter car il y a un autre monde ». Ça explique quelque chose, ce qu'on pourrait voir nous comme une forme d'embrigadement ou de soumission, mais il y a un autre monde. Moi, en fait, j'essayais de... C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand elle me parlait, qu'on en discutait, j'essayais de voir les choses de leur côté, en fait. J'essayais d'expliquer ces contradictions. Donc, je mettais pas de jugement. Je me disais pas, ils ont tort, ils ont raison. C'était plus, OK, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et donc, ce que je voyais, c'était un raisonnement qui était un peu dur à battre, parce qu'avec tous ces débats... Avec Arman, des fois, il lâchait, il disait « Oui, c'est vrai que moi, j'aimerais ma fille, elle puisse être docteur, j'ouvrirais une petite pharmacie. » Mais à la fin, ça finissait toujours sur de toute façon, si entre faire des sacrifices maintenant et passer ta vie au paradis ou aller vouloir mettre des mini-jupes tout de suite et enlever ta burqa et passer ta vie en enfer, c'était toujours, écoute, c'est quelques décennies, quoi, laisse tomber, ça va. C'est ça. Élise Blanchard, on va évoquer avec vous et avec Anna les talibans, une décision qui a été promulguée en janvier dernier, un nouveau code pénal qui réduit encore plus, si cela était possible, le droit des femmes. Oui, depuis 2021, les femmes ne peuvent plus étudier, conduire ou se promener dans les parcs, mais avec ce nouveau code pénal qui légalise cette fois les violences conjugales, c'est un pas de plus qui est franchi. L'article 32 précise notamment que le mari est autorisé à donner des coups à son épouse, je cite, tant qu'il ne lui brise pas les os ou qu'il ne cause pas de plaies ouvertes. Alors les femmes, si elles arrivent à prouver leurs blessures, la peine maximale encourue est de 15 jours de prison maximum. Et à titre de comparaison, c'est 5 mois pour l'organisation de combat d'animaux. L'ONU s'est dit très inquiète et a appelé les États à enquêter en Afghanistan sur les violations des droits humains par les talibans. Dans le livre, Élise Blanchard, Nouria, une des filles, vous dit « Les Afghanes ne méritent pas de continuer à souffrir autant. Seule la mort peut arrêter notre douleur. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiète pour Nouria et ses sœurs avec la promulgation de ce nouveau code pénal ?
Nouria, pour remettre en contexte, dans ce livre, j'ai voulu inclure aussi des adolescentes et des jeunes femmes de Kaboul parce que je voulais pas écrire le livre en disant regardez la famille talibane, on oublie ce que leur gouvernement a, les conséquences de ce qu'ils font. Et Nouria, voilà, pour du contexte, c'est une ado que j'avais rencontrée quand le lycée a fermé. Elle était en pleurs quand ils avaient rouvert les lycées puis refermés. Elle était en pleurs devant le lycée et elle se rêvait politique. Elle avait ses rêves énormes, elle y croyait, elle travaillait à l'école comme une malade, et d'un coup, elle a vu tout s'écrouler. Donc, sur les années où je l'ai suivie, d'abord, elle prenait des cours en ligne, ensuite dans un hôpital pour devenir infirmière. Elle se raccrochait à ça, même si c'était vraiment... Elle disait, non, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, moi, mais bon, ok. Et en fait, ensuite, elle est devenue complètement dépressive. C'est un pseudonyme, c'est pour ça que je me permets de donner des détails. C'est enfoncé. Médicaments, dépression chronique. Une fois, je suis venue et elle venait d'avoir essayé de faire... Enfin, elle avait essayé de faire une tentative de suicide. Enfin, Nouria, c'est vraiment le symbole, pour moi, de ce que font les talibans. Du supplice quotidien vécu par ces femmes. Pousser des adolescentes au suicide. Et donc, Nouria... elle, je pense pas que sa mère, j'espère encore, va la forcer à se marier pour l'instant, parce que c'est pas une famille où c'était dans les esprits. Parce qu'il y a tout type de famille, mais c'est inquiétant pour toutes les Afghanes. Le problème, c'est que c'est des choses où on peut plus mettre de niveau, qu'elles sont interdites d'école, qu'on permette de les battre. Il y a même plus de, il y a plus de jugement. C'est juste horrible, quoi. Et d'ailleurs, elles tiennent, et vous l'écrivez, parce qu'elles prennent souvent des anxiolytiques et des antidépresseurs à leur insu, quasiment. Vous découvrez qu'on leur donne cela, que le médecin, c'est ce qui prescrit le plus facilement. Oui, et ça, je me suis permise de mentionner dans le livre parce que je l'ai vu dans beaucoup de régions, dans beaucoup de situations. Même moi, une fois, je suis allée chez un docteur près de chez moi et ils m'ont prescrit du Xanax sans me le dire, alors que c'était pour une grosse crève, mais c'était pour m'aider à dormir le soir. Et en fait, oui, elles se retrouvent souvent avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs sans qu'on leur dise ce que c'est. Donc Zarina, à chaque fois, elle me montrait ses médicaments parce qu'elle ne savait pas trop ce qui était quoi. Et en fait, elle mettait le Prozac au même niveau que le Doliprane, quoi. Ouais, le Doliprane. Élise Blanchard, vous avez reçu le prix World Press Photo 2026 pour cette photo qu'on voit. Où a-t-elle été prise par vous-même? Que représente-t-elle? Un accouchement dans des conditions terribles qui explique que la mortalité maternelle, notamment en Afghanistan, est une des plus élevées au monde? En fait, j'ai eu le World Press pour un reportage sur tout ça. Et en fait, c'était un reportage sur le fait que avec les coupes de fonds américains de l'USAID. Moins d'aide humanitaire, fragilisation de la condition de vie des femmes. Donald Trump, il y a beaucoup de cliniques qui ont dû fermer dans des zones où il y avait déjà très peu accès à la santé. Et donc, les femmes n'ont plus accès à des sages-femmes parce que soit c'est trop loin, elles ne peuvent pas se payer une voiture, soit tout court, c'est trop loin. Et donc, en fait, elles se retrouvent à recommencer à accoucher dans la maison. Quand j'y suis allée, il y avait déjà des femmes qui avaient perdu leurs enfants en essayant d'atteindre une clinique, des femmes qui étaient mortes. Et là, c'était Gulchaman, une sage-femme, qui, elle, même si elle était plus payée, elle avait décidé de rester et de continuer à travailler pour pas abandonner les femmes du village. Et donc ça, c'était cette jeune fille, c'était son premier bébé, et elle avait accouché. Donc Gulchaman était venue la voir pour lui expliquer comment se débrouiller, parce que elle continuait son travail sans salaire, et c'est vraiment ça, moi, que j'essaie de montrer. C'est ces Afghanes qui sont incroyables. Solidaires entre elles. Merci Élise Blanchard. Dans la maison d'un taliban, un récit absolument stupéfiant aux éditions du Cherche Midi que voici. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur le sommet Afrique-France, Africa Forward, qui s'achève aujourd'hui au Kenya en présence d'Emmanuel Macron et de pas mal d'investisseurs. L'occasion de faire le bilan sur 9 ans de relations tumultueuses entre la France et le continent sous la Macronie. La page de la France-Afrique néocoloniale est-elle tournée? La politique mémorielle d'Emmanuel Macron suffit-elle à panser toutes les plaies? Moins de présence militaire, plus de partenariats économiques. Est-ce la nouvelle diplomatie d'appui, comme on dit? On en débat après la mise au point d'Amiras Willem. Emmanuel Macron veut décoincer les relations avec l'Afrique et il y met de sa personne. Le sommet entre l'Afrique et la France était organisé pour la première fois dans un pays anglophone, le Kenya. Dans la sacoche du président, une enveloppe de 23 milliards d'investissements sur le continent, dont 14 venant de France. Nous croyons que l'Afrique est un continent. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. En 2017, dès son premier mandat, Emmanuel Macron tente d'imprimer sa marque.
À Ouagadougou, devant un parterre d'étudiants, il livre sa vision des nouvelles relations franco-africaines. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Avec Emmanuel Macron, les gestes symboliques se multiplient. Restitution d'œuvres pillées, reconnaissance des responsabilités de la France dans le génocide rwandais, rapport sur la guerre menée par la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Premier président français né après les indépendances, Emmanuel Macron n'a pas perdu pour autant les vieux réflexes. Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. Les points de friction restent nombreux, à commencer par l'Afrique de l'Ouest, où la série de putschs militaires qui ont eu lieu au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso ont débouché sur un départ des troupes françaises. On veut que la France quitte notre pays pour aller dans son pays. Ici c'est Niger, c'est pas la France. Actuellement nous sommes là pour dégager la France. Emmanuel Macron a profité du sommet de Nairobi pour tendre à nouveau la main. Alors, cette stratégie est-elle payante? Rompre avec le passé, est-ce si simple? Emmanuel Macron a-t-il tenu sa promesse de renouveler les relations de la France avec l'Afrique? Nos trois invités pour ce débat, Myriam Amelal, bonsoir, journaliste et productrice à France 24. Vous êtes aux commandes du Journal de l'Afrique. Vous considérez qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas compris comment fonctionne le continent. Il est toujours dans une certaine manière dans la France-Afrique et les nouvelles générations ne supportent plus ce paternalisme. À côté de vous, Martial Zebelinga, bonsoir, économiste et sociologue. Selon vous, l'époque du précaré de la France en Afrique est terminée, mais c'est lié aux mutations de l'économie mondiale. La France a de facto, ajoutez-vous, une place moins importante dans les économies africaines. C'est mécanique. Et à côté de vous, Nicolas Normand, bonsoir, ancien ambassadeur de France, entre autres au Mali, au Congo-Brazzaville et au Sénégal. Votre essai « Le grand livre de l'Afrique » est paru aux éditions Erol. Vous estimez que le bilan d'Emmanuel Macron en Afrique est contrasté. Il n'y a pas eu de rupture sur les questions diplomatiques et militaires, mais il y a eu des avancées sur les questions économiques et on y reviendra évidemment après le sondage du jour. 93% des Kenyans ont une bonne image de la France, un chiffre tiré d'une enquête toute récente sur l'image donc de la France dans 9 pays africains. Et regardez ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui la France est bien mieux considérée et de loin dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Myriam Amelal, ça vous surprend ces chiffres ou pas du tout? Absolument pas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'histoire coloniale dans ces pays pour la France. Donc on voit la France avec un peu de recul et la France voit ces pays aussi avec un certain recul. Donc il n'y a pas ces relations conflictuelles comme on peut les voir, je vois la Côte d'Ivoire ou même avec le Sénégal en ce moment qui est dirigé par un président souverainiste. Donc on ne voit pas tout à fait, on ne considère pas tout à fait la même chose la France dans ces pays anglophones et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'y est rendu. Et d'ailleurs, dès le début de son mandat, il s'est rendu au Ghana, qui est un pays anglophone. Il a tissé des liens avec le président de l'époque, Nana Akufo-Addo. Donc on a vu qu'il y avait cette volonté aussi de séduire ces pays africains anglophones. Et de dépassionner donc la relation. Je ne sais pas si c'est ça la volonté, mais je dirais plutôt diversifier. C'est-à-dire que je crois que la France, les relations entre la France et l'ancien précaré ont atteint un maximum. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent probablement pas aller beaucoup plus loin, en tout cas en termes économiques, etc. Et on est plus dans un temps aujourd'hui qui est un temps, je dirais, vous avez dit souverainiste, un temps décolonial plus global. C'est-à-dire que les questions mémorielles, les questions historiques, les questions d'extractivisme, etc., sont mises au premier plan, de telle sorte qu'à mon sens, la politique qui est considérée comme la politique africaine de la France, elle va être de plus en plus faite à la demande des Africains et par les Africains quasiment. Nicolas Normand, en même temps, ce choix du Kenya, c'est aussi pour Macron une manière de concrétiser ce qu'il dit la fin du précaré de la France en Afrique. C'est aussi cela qu'il voulait signifier ? Alors, le président Macron, comme ses deux prédécesseurs, ont annoncé la fin de la France-Afrique, des changements radicaux dans la politique africaine. Rappelez-vous, Sarkozy, en 2007, il avait fait de la fin de la France-Afrique un objectif officiel de la politique, de sa politique. Même chose pour ensuite François Hollande. Et en fait, ils n'ont rien changé. Et de nouveau, Macron n'a rien changé. Parce que qu'est-ce que la France-Afrique pour les Africains? C'est la présence de bases militaires, c'est des exploitations
expéditions militaires françaises dans le précaré, en Afrique francophone. C'est le franc CFA et c'est des injonctions, des ingérences dans la politique interne. Or, le président Macron a répété tout cela. Il a maintenu les bases militaires, il a maintenu Barkhane sans faire aucune critique de l'opération Barkhane, c'est-à-dire de la présence militaire. Il a même augmenté le nombre de soldats français. Il est passé de 4500 à plus de 5000 militaires français dans le Sahel. Et en plus, il n'a pas du tout envisagé la fin de cette opération. Il aurait dû au minimum faire le bilan et essayer de voir s'il fallait continuer de la même manière. Mais Myriam, si on regarde en termes d'économie, on va voir que les principaux partenaires commerciaux, ce ne sont plus les pays d'Afrique francophone. C'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, puis la Côte d'Ivoire seulement. C'est assez important, le différentiel. Voilà, il y a quand même une évolution, non, tout de même, dans les relations que la France noue maintenant avec le continent africain. Il y a eu une évolution et il y a eu aussi une dégradation des relations avec les pays qui ont abouti aussi sur on va dire, ce manque d'investissement ou le recul de la France par rapport à d'autres puissances. Donc on va se rattraper avec des pays anglophones. On peut se rattraper, c'était aussi l'objectif au Ghana. Alors le Ghana, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un pays anglophone entouré de pays francophones. Donc c'était très intéressant d'un point de vue économique aussi, parce que beaucoup de gens parlent français au Ghana, et que ça pouvait aussi, d'un point de vue linguistique, parce que la langue française aussi recule, il ne faut pas l'oublier. Il y avait un objectif linguistique, mais aussi économique au Ghana. C'était vraiment un pays très intéressant. Mais c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui pour la France d'investir dans ces pays, parce qu'il n'y a pas cette relation conflictuelle, il n'y a pas cette histoire, cette question mémorielle, que dans d'autres pays où il y a eu des avantages. Je pense au Sénégal avec la pêche, par exemple, où les pêcheurs sénégalais étaient désavantagés par rapport aux pêcheurs de l'Union européenne. Donc il y a eu toutes ces choses, tous ces avantages qu'avait la France et, dans ces pays qui ont fait que les nouveaux présidents, je pense à Bassirou Diomaye Faye qu'on voyait tout à l'heure sur les images, président sénégalais, souverainiste, ou même les populations disent stop, maintenant on veut du gagnant-gagnant, on veut, et surtout que c'est une nouvelle génération qui n'a pas vécu... ils ne veulent plus, ces pays africains, de relations à sens unique avec la France. Écoutez ce qu'en dit le président kényan William Ruto. We understand as African leaders that we too have responsibilities. This relationship is not going to be one-sided. We will be expecting from France as they will be expecting from us. And they will be giving as much as we are giving. That is the win-win, mutually beneficial relationship. Marcel Zebelinga, voilà un dirigeant africain qui dit voilà, on est maintenant dans une relation de gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, il salue que la France va investir 14 milliards d'euros pour aider l'Afrique à être plus souveraine et non pas être dans l'aide pure et simple comme cela était le cas auparavant avec les prêts qui lui étaient accordés. Est-ce qu'il y a un changement ou pas là ? En fait, difficile à dire. Vous avez pris le cas du Nigeria. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en réalité, depuis la période coloniale, les principaux investissements sont des investissements de matières premières. C'est-à-dire que l'Afrique reste, malheureusement, dans une configuration assez précise, qui est une configuration coloniale au sens économique du terme, c'est-à-dire on exporte des matières premières et on importe des biens et services manufacturés. C'est exactement le cas avec le Nigeria. C'est l'extractivisme dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. C'est exactement le cas aussi avec le Nigeria. C'est-à-dire qu'il y a une diversification des partenaires géographiques, parce que le Nigeria, c'est quand même un des plus grands producteurs aussi. Et ça fait très longtemps que la France a ses relations de pétrole avec le Nigeria. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas lié au contexte actuel. C'est beaucoup plus ancien. Donc, il reste en fait cette économie, disons, un peu coloniale après la colonie, justement, qui fait que il y a un butoir dans l'évolution des relations entre la France et les pays africains. C'est-à-dire que quand vous regardez, pas que la France, l'Union européenne, quand vous voyez comment les économies sont configurées, les Africains ont plus besoin aujourd'hui de transformer leurs économies, de les industrialiser, d'aller vers du contenu local, etc. etc. Et cette relation-là, ils la trouvent beaucoup moins avec les pays européens, donc la France. Ils vont plus la trouver avec l'Asie, avec aujourd'hui la Turquie, etc., etc. Ce qui fait que quand on parle justement de cette relation qui change, elle change mécaniquement
mécaniquement par la force des choses et parce qu'on est dans un temps qui est un temps de décentrement, un temps décolonial, un temps où se provincialisent aussi les relations. On ne peut plus avoir des relations un peu de maître à esclave malheureusement ou de patron à voilà exactement. Nicolas Normand, il y a aussi les mots qui changent. Emmanuel Macron, il ne parle plus tant d'aide mais plutôt d'investissement. Est-ce que ça, c'est une manière un peu moins paternaliste de considérer le continent africain? Mais malheureusement, on appelle toujours Agence française de développement et on parle toujours d'aide au développement. Donc on n'a pas changé ces termes qui sont un peu humiliants parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, n'est-ce pas? Mais pourtant, les enveloppes ont réduit. Alors, et en plus, maintenant, le sommet Africa Forward, qui s'est tenu aujourd'hui et hier, mettait l'accent sur l'investissement et le développement des relations avec les entreprises. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui freine les investissements, c'est pas tellement les entreprises occidentales, c'est les conditions d'investissement en Afrique qui sont difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'état de droit, souvent. Donc, il y a des problèmes de contentieux avec les entreprises qui sont difficilement réglés, une incertitude juridique, une incertitude même quelquefois sécuritaire, et puis un manque d'infrastructures, un manque même de cadres locaux formés, donc un manque de système éducatif performant. C'est ça les vrais freins. Ça explique que le continent africain dans son ensemble ne reçoit que 3% des investissements directs étrangers dans le monde. Donc c'est très peu par rapport à l'Asie qui en reçoit 40%. Je ne suis pas convaincu par l'explication. Il y a d'abord parce que, vous savez, dans les pays dits pauvres, entre guillemets, le taux de rentabilité du capital est en général plus élevé. Par définition. Donc, en gros, les entreprises qui sont positionnées sur les marchés africains, leur bénéfice, en général, est plus élevé. Donc, ça veut dire que si ce n'était qu'une question de calcul économique de ce point de vue-là, elles investiraient. Mais ça n'a pas aujourd'hui ce qui se passe. Il y a un déficit d'investissement, quand même. Oui, ça n'a pas été la réindustrialisation, justement, que vous appelez de vos voeux. Exactement. Ce qui se passe, c'est que, on va dire que l'Afrique, historiquement, est spécialisée dans les matières premières. Et c'est cette spécialisation qui est dure, qui est extrêmement difficile à dépasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut penser les choses différemment. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il y avait l'aide avant. Il n'y a jamais eu l'aide. Il y a toujours eu l'intérêt. Il y a eu des catégories, disons, des catégories institutionnelles ou administratives qu'on appelait aide, mais qui étaient des prêts. L'Agence française de développement fait principalement des prêts. Donc il n'y a jamais eu d'aide aux Africains. Par contre, si on regarde bien les processus historiques, l'aide, elle a pu venir d'Afrique vers la France et vers l'Europe. C'est-à-dire que si on regarde les mouvements de matières premières, si on regarde les mouvements des flux exactement financiers, si on regarde également les flux financiers illicites, parce que c'est extrêmement important de savoir qu'aujourd'hui, on a autour de 80 milliards chaque année qui reviennent, qui quittent l'Afrique et qui viennent en Occident en termes de flux financiers illicites par le jeu de... Voilà. Il faut donc corriger ce qui vient d'être dit parce que... Rapidement, parce qu'il faut qu'on évoque la dimension mémorielle. Ce sont des prêts concessionnels, n'est-ce pas, qui ne sont pas un taux de marché. Donc il y a une partie d'aide budgétaire dans ces prêts. Moi, je voudrais juste dire très rapidement que Emmanuel Macron a tout de même capté quelque chose dans cette nouvelle Afrique, avec cette nouvelle génération qui est entrepreneuse, qui est dynamique. Et ça, c'était quand même un bon début. Et parce qu'il est lui-même jeune. Parce qu'il est lui-même jeune. C'est une autre génération d'après les colonies. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette jeunesse, justement, veut sortir de tout cela. Moi, j'avais parlé avec des jeunes et j'avais aussi m'étais entretenue avec l'ancien président sénégalais Macky Sall qui disait il faut qu'on sorte de ce schéma colonial où la Côte d'Ivoire ne produit que du cacao, où le Bénin produit du coton. Il faut changer tout ça et c'est une nouvelle génération qui veut aussi changer tout ça. Alors on va évoquer. C'est probable que justement ce ne sera pas à l'initiative de la France et des Européens. C'est justement ça. On verra, mais en attendant, on va évoquer avec vous trois et avec Anna un événement récent qui a eu lieu à l'ONU autour de la reconnaissance de ce crime épouvantable que fut l'esclavage. Oui, c'était le 25 mars. L'ONU a adopté une résolution historique qui a reconnu l'esclavage comme crime le plus grave contre l'humanité. Cette résolution, elle est non contraignante et elle a été portée par le président du Ghana, John Dramani Mahama, et par l'Union africaine. Et elle invite donc les États responsables de la traite, les États-Unis et l'Europe, à présenter des excuses officielles et à envisager des compensations financières dans un souci de réconciliation. Il faut rappeler que pendant près de 4 siècles, 12 millions d'Africains ont été déracinés, enlevés de force, torturés et exploités en Amérique au profit des puissances coloniales occidentales. Est-ce que la résolution a été adoptée à l'unanimité, Anna ? Non. 123 pays ont voté pour, 3 contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Et 52 pays se sont abstenus, dont le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne et
La France, au motif qu'elle ne voulait pas créer de hiérarchie entre les crimes contre l'humanité. Nous refusons de mettre en compétition les souffrances, a ajouté Jean-Noël Marot, le ministre des Affaires étrangères, tout en reconnaissant la nécessité d'un travail, je cite, de mémoire et de vérité sur notre passé. Et puis début avril, donc quelques semaines après, lors de la visite du président ghanéen en France, l'entourage d'Emmanuel Macron a laissé entendre que Paris serait peut-être prête à ouvrir un débat maintenant sur les réparations de l'esclavage. Alors Nicolas Normand, est-ce que cette abstention de la France à l'ONU, c'est quelque chose qui a été mal vécu en Afrique? Oui, ça a été mal vécu. À mon avis, c'est une erreur diplomatique de s'être abstenu, parce que le prétexte qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie dans les crimes contre l'humanité ou les génocides ne tient pas. Enfin, je veux dire, ce qui était important, c'était de condamner symboliquement l'esclavage. On l'a fait par des lois en France. C'est pas le seul pays qui s'est abstenu. Alors, on est un des rares pays à l'avoir reconnu publiquement par des lois, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une bonne chose, mais il fallait être cohérent avec nous-mêmes à l'ONU. Il fallait peut-être aussi rappeler que les pays musulmans, n'est-ce pas, ont contribué beaucoup à l'esclavage. Ça a duré quand même du 8e siècle jusqu'au 19e siècle, pratiquement, alors que l'esclavage occidental a duré du 15e ou 14e siècle jusqu'au 18e siècle. Et Marcel Benga, tout de même, Emmanuel Macron a fait tout un travail dans la restitution d'œuvres d'art. Il a reconnu la responsabilité française dans le génocide rwandais. Il y a eu des avancées tout de même mémorielles ou pas, vous diriez, sous ces deux quinquennats? Alors je dirais que c'est peut-être le domaine dans lequel la déception va être la plus grande. Parce qu'en réalité, si on prend la loi sur la restitution, la loi sur la restitution donne l'impression de passer des restitutions qui étaient parlementarisées, on va dire. La loi dit on ne passe plus par le Parlement. Donc, a priori, ça donne l'impression de faciliter les processus de restitution. Sauf que dans le contenu de la loi, il y a des commissions. Donc, en gros, on va repasser au cas par cas. On va avoir deux commissions, une commission nationale et une commission ad hoc. Donc on n'a pas tant avancé que ça. Et pour terminer, pour l'aspect mémoriel, en réalité, l'objectif qu'il y a on ne peut pas administrer la mémoire, on ne peut pas administrer l'histoire et passer par des commissions. Ça ne fonctionne pas. Et il faudra criminaliser les processus qui devraient l'être. Amel, vous êtes aussi sévère que votre voisin? Alors, je ne suis pas sévère à 100% parce que factuellement, Emmanuel Macron en a fait beaucoup. On ne peut pas le nier. Il y a eu l'Algérie, même si c'est un sujet très vaste qu'on ne va pas aborder ici, mais il a fait plus que n'importe quel président de la Ve République. C'est la perception de ce qu'il a fait. Il y a eu le Rwanda, il y a eu le Cameroun avec la restitution des archives sur la guerre du Cameroun, il y a eu l'affaire de Tiaroy aussi, même si à chaque fois, de l'autre côté, ce n'est pas toujours bien accueilli, parce que même si en France, c'est considéré comme un très gros effort, de l'autre côté, c'est considéré comme une politique des petits pas, quoi. Une miette dans ce que ces pays réclament. Mais mieux que rien. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette question mémorielle, c'est pour les pays qui sont concernés une question d'histoire, de mémoire, etc. Mais ça a aussi une dimension juridique, il y a une question de réparation. Quand l'Allemagne a reconnu le génocide des Namas et des Hereros, il y a eu des compensations financières qui ont été versées aux victimes. Et ça, c'est une question aussi qui bloque. Qui reste en suspens. Alors, on va évoquer la France, qui n'est plus donc le gendarme du continent et sur le continent africain, avec notre archive. Regardez, au Sahel, en 2022, marche arrière. Toutes les troupes françaises entament le retrait du Mali après avoir été présentes pendant de nombreuses années dans le cadre de l'opération Barkhane et Serval. C'est la plus grande base militaire française à l'étranger. Gao, avec une vingtaine d'hélicoptères, plus de 400 blindés et 300 véhicules lourds, sera démantelé d'ici 4 à 6 mois. Au total, 2400 soldats de l'opération Barkhane vont quitter le Mali après la fermeture des bases de Gossi, Gao et Ménaka. Une décision annoncée ce matin par le chef de l'État, alors que les relations avec la junte malienne sont au plus bas. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. Une partie des forces présentes au Mali sera redéployée dans les bases déjà existantes, au Niger notamment, mais aussi plus à l'ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Une opération à haut risque, alors que les manifestations anti-françaises comme celle-ci se multiplient dans la région. Ce retrait assez spectaculaire, Nicolas Normand, des troupes françaises, est-ce que c'est un échec, vous diriez là aussi, de la politique d'Emmanuel Macron, ou il a hérité des erreurs de ses prédécesseurs? Alors, les deux,
parce qu'il a hérité des erreurs du président François Hollande, qui avait lui-même prolongé l'opération Serval en 2013 jusqu'à la fin de son mandat. Et en 2017, le président Macron a continué l'opération Barkhane sans la remettre en cause. Or, cette opération échouait dans ses objectifs, puisqu'elle n'avait pas réduit le djihadisme, qui s'était au contraire développé, qui avait augmenté. Et d'autre part, cette opération a été mal perçue par les autorités locales parce qu'elle était beaucoup trop autonome par rapport aux autorités politiques, parce qu'elle se battait séparément de l'armée malienne, parce qu'elle humiliait en quelque sorte la souveraineté du Mali. Alors, le président Macron a évoqué ceci lors du sommet Africa Forward de façon assez maladroite. Sur le Mali, vous voulez dire notamment en disant qu'il était face à l'offensive djihadiste, ils ont eu tort, les dirigeants ont eu tort de se débarrasser des Français. Oui, alors d'ailleurs, l'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, du fond de sa prison, a sorti aujourd'hui un communiqué protestant contre cette intervention du président Macron à Nairobi, en rappelant la vérité, qui est que, en fait, l'opération Barkhane a été stoppée par le président Macron lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'État à Bamako en mai 2021. Il a dit « nous ne collaborons plus avec l'État malien », tout en gardant les militaires sur place. Donc ça devenait une armée d'occupation, puisqu'elle ne combattait plus les djihadistes, elle ne coopérait plus avec Bamako, et donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Marcel Zebengakouid, en même temps de l'instrumentalisation du rejet français, des idéaux français, par ces mêmes nationalistes qui aujourd'hui ont pris le pouvoir dans plusieurs pays. L'instrumentalisation est un grand mot. Il faut bien comprendre une chose. La présence militaire de n'importe quel pays dans un autre pays ne va pas de soi. Il faut bien le comprendre. C'est vrai pour les Africains comme pour tout le monde. Et déjà dans les années 50, vous savez, les Africains, les premiers États indépendants africains qui se sont réunis, une de leurs requêtes, c'était de dire, sous Nkrumah, c'était à Accra, c'était de dire on ne veut plus d'armées étrangères coloniales. Donc la fin des armées étrangères coloniales, c'est quelque chose d'absolument normal. Simplement, dans la culture des pays coloniaux, la culture institutionnelle, la culture militaire, la culture de la coopération, c'est vécu comme une forme de blessure narcissique. Et de cette blessure-là, malheureusement, il faudra guérir. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Et je pense que ça va. C'est normal que les Africains assurent entièrement la responsabilité de la sécurité de leur territoire, quelles que soient les épithètes sur lesquelles qu'on leur colle. Je pense que c'est normal qu'il en soit ainsi. Encore plus pour l'armée coloniale, encore plus quand c'est l'armée coloniale qui revient, n'est-ce pas? Quand c'est des casques bleus, ça passe mieux. Absolument, absolument. Merci à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Premier cas positif à l'hantavirus en France, c'est une passagère qui était sur le paquebot Ondius en l'occurrence. Et puis en Grèce, la guerre des transats autour des piscines. Et cette guerre s'est soldée par une décision juridique, c'est dingue. Mais d'abord, le mot vedette du jour, cigarette au Royaume-Uni. Il est désormais interdit. Il sera désormais interdit de vendre du tabac à toute personne née après 2008. C'est entendu. Vous pensez savoir ce qu'il y a dans une cigarette? Réduire l'addiction à la cigarette. Les cigarettes sont un vice mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Cigarette, de l'espagnol cigarra, cigale, et du diminutif et, qui signale une version réduite, désigne un petit cylindre de tabac haché entouré d'une feuille de papier fin que l'on fume et qui tue plus de 7 millions de terriens chaque année. Le 21 avril, le Royaume-Uni a voté l'interdiction de fumer à vie pour ses jeunes concitoyens. Au Royaume-Uni, la clope était jusqu'ici interdite aux moins de 18 ans. Dès janvier 2027, les citoyens anglais, écossais, gallois et nord-irlandais nés à compter du 1er janvier 2009 ne pourront plus jamais acheter de clope légalement. Le buraliste hors-la-loi risquant 3 000 € d'amende. Le pays veut ainsi créer la première génération sans tabac de son histoire. La prohibition générationnelle de la cigarette n'est en vigueur qu'aux Maldives. La Nouvelle-Zélande l'avait décidé en 2022 avant de changer d'avis en 2024. Tandis que le reste du monde assiste passivement à l'enfumage de sa jeunesse, joyeusement incité à cloper par la fiction. Stranger Things saison 2 contient 260 scènes de tabagisme. Le tabac, importé d'Amérique au XVIe siècle, soulève la méfiance dès le XVIIe siècle. Le pape l'interdit, sous peine d'excommunication. Aux fumeurs, le tsar promet fouet, déportation en Sibérie ou tranchage de lèvres. Au Japon, il est puni d'esclavage. En Chine, de décapitation. En Perse, de l'ablation du nez. Le tabac roulé en cigarette apparaît au XIXe siècle, période à laquelle un chimiste parisien analyse la composition de sa fumée.
Berk. L'association française contre l'abus du tabac est créée dans la foulée, en 1868, mais n'a jusqu'ici pas réussi à convaincre les 12 millions de Français qui continuent à fumer chaque jour. Le mégot des uns fait le magot des autres. Bravo Thibault Nolte, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit lors de vos chroniques. Alors Xavier, tous les passagers du Hondius, c'est le nom de ce bateau de croisière farci d'hantavirus, ont été rapatriés vers leur pays d'origine. Plusieurs cas d'infection ont été recensés, un en France, nous l'avons dit. Et vous avez une petite suée. Oui. Pourquoi ? Une petite suette, Elisabeth. Ah, une suette. Oui, au mois d'août 1485 apparaît en Angleterre une maladie jusqu'alors inconnue. Elle commence à frapper l'Angleterre qui est touchée alors, qui est en pleine guerre civile, c'est la guerre des Deux Roses. Et ce sont les soldats, l'armée qui, dans un premier temps, est victime de cette maladie, de la fièvre, beaucoup de sueur, des maux de tête, et puis après, très vite, des problèmes respiratoires. La maladie emporte ses victimes en quelques heures après l'apparition des symptômes, et parfois vous n'avez même pas de symptômes. Alors vous savez, les armées se déplacent, les soldats rentrent chez eux et très vite la maladie se propage. Ce qui étonne aussi, c'est qu'elle touche des jeunes gens en bonne santé. Vous savez, à ce moment-là, ce qu'on craint le plus, c'est la peste. Sauf que très vite, on identifie que ce n'est pas la peste. Il faut donner un nom à cette maladie, vu qu'il y a beaucoup de sudation. Le nom qui lui est donné, c'est Suette en anglais, Suette en français. Et cette épidémie de suette de 1485 ne dure pas longtemps, c'est simplement quelques semaines, à peine quelques mois. Et puis, ça s'arrête après avoir fait quand même, alors c'est difficile de donner un bilan, mais des ravages, des villages entiers ont disparu. Et par la suite, pendant 2 siècles, vous avez plusieurs vagues épidémiques qui touchent toujours l'Angleterre. Parfois, ça s'étend sur le continent. C'est le cas en 1529. Les Pays-Bas, l'Allemagne sont touchés. Et puis, la dernière épidémie de Suède touche l'Angleterre. Là, on est dans les années 1570. Et puis après, la Suède prend la poudre d'escampette. C'est exactement ça. La Suède anglaise disparaît. On La n'en parle Suède plus. anglaise. Alors, attention, parce que vous avez une autre Suède qui apparaît un peu plus tard, au XVIIIe siècle. Cette fois-ci, c'est la Suède picarde, ou Suède militaire, c'est encore une fois lié à un contexte de guerre. Elle, on en parle encore au XIXe siècle, et puis de nouveau, elle disparaît. Alors attention, accrochez-vous, parce qu'on va faire un petit saut dans le temps et dans l'espace, parce que je vous conduis en Corée en 1950. C'est la guerre de Corée, et donc les États-Unis sont impliqués dans cette guerre-là, et vous avez 3000 soldats qui sont touchés par une étrange maladie. Alors, on essaye d'identifier le virus, il est identifié, et vu que ça se passe en Corée, on lui donne le nom d'une rivière coréenne, Antan, donc c'est l'hantavirus. Et depuis, la médecine, l'histoire ont confronté leurs informations, et c'est une hypothèse très solide, mais que cette mystérieuse maladie du passé, la Suède, pour laquelle l'humanité a payé si cher, est en réalité une épidémie d'hantavirus qui donc ressurgit aujourd'hui, un virus mutant qui a envie de faire des sueurs supplémentaires. Ah bah oui, bravo, c'est réussi. Merci beaucoup Xavier Mauduit. Marie, un touriste allemand privé de transat, pendant toutes ses vacances en Grèce, a obtenu réparation devant un tribunal. Vacancières, réjouissez-vous. C'est une plaisanterie. Voici peut-être enfin venu l'été de l'égalité. En tout cas, le droit au transat a été reconnu par un juge de Hanovre, en Allemagne. Un juge qui s'est penché sur les vacances catastrophiques de la famille Egert, un papa et une maman, 2 enfants, venus de Düsseldorf pour aller bronzer sur l'île de Kos. C'est en Grèce, 11 nuits. Au Grec Hôtel Impérial, il faut pouvoir se les payer. C'était plus de 7 000 € le séjour. Et ça ne les vaut pas. Tous les matins, la pauvre famille Egert, sous 36 degrés, a erré sans fin autour de la piscine. Les 400 transats étaient tous recouverts de serviettes, a raconté M. Egert. Mais les gens n'utilisaient pas vraiment les transats. Ils mettaient la serviette, puis ils allaient en ville ou retournaient se coucher. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà été victime un jour de ce que les anglo-saxons appellent le down dash, c'est-à-dire la ruée de l'aube, quand très très tôt le matin, les clients se précipitent pour aller jeter leurs serviettes sur le meilleur transat de la terrasse et pour pouvoir se réserver ce transat toute la journée. Alors, au Grec Hôtel Impérial de l'île de Kos, les panneaux interdisaient cette pratique. Mais tout le monde s'en fiche, l'hôtel, mais aussi l'opérateur de voyage, auprès duquel s'est plaint M. Egert au téléphone dès le 2e jour de son séjour, en direct de sa serviette étalée par terre, pauvre.
Le mois dernier, donc 2 ans après les faits, un juge allemand a condamné le voyagiste à rembourser 15% du prix des vacances pour défaut de service. Si des milliers de vacanciers poursuivent les agences de voyage en justice, les coûts se chiffreront en millions, a espéré Monsieur Egert après cette décision de justice et la nouvelle passionnariat du Transat, qui a peut-être quand même lancé un mouvement parce que la BBC a rapporté que depuis, certains hôtels ont serré la vis, ne laissent plus de serviettes posées sur les transats par peur peut-être du procès. On met aussi en avant de nouvelles méthodes. Donc dans un hôtel à Chypre, raconte la BBC, les parasols sont numérotés et attribués au début du séjour, voilà, pour toute la durée des vacances. On a aussi vu, paraît-il, dans des campings du sud de la France, un klaxon qui retentit 2 fois par jour. Et si vous n'êtes pas à ce moment-là sur votre transat, on prend vos affaires et on les envoie directement aux objets trouvés. Voilà, vivement l'été, allongé sur son transat comme une moule à son rocher. J'espère, mais je doute qu'on va réussir à se détendre. Tous dans la prairie à poil, pas besoin de transat. Bon, merci Marie, merci à tous. À demain, 20h05. Tchuss.